Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la méthanisation et les cives, culture intermédiaire à vocation énergétique. Nous sommes dans le cadre du 7e forum énergie-climat qui est organisé avec les chambres d'agriculture Pays de Loire, Normandie et Bretagne et qui a commencé le 14 mars avec une journée en présentiel. Le replay est d'ailleurs disponible sur YouTube en tapant 7e forum climat-énergie. Je suis Marion Hassenforder, chargée d'études méthanisation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis l'animatrice de ce webinaire et avec ma collègue Maïna Leroc, qui est conseillère en méthanisation également, et qui s'occupera de faire remonter les questions à la fin des interventions. Donc pour les questions, vous pouvez utiliser l'onglet conversation de la réunion. Donc aujourd'hui, pour parler de méthanisation et des cives, nous avons comme programme un premier focus sur les cives, avec 2 premières parties. Il y aura donc avec nous Sylvain Marsac et Nicolas Dagorne d'Arvadis, qui vont nous parler d'une petite partie du vaste programme Récital, notamment comment adapter la conduite des cives au contexte régional pour concilier la production de biomasse et production alimentaire, et comment valoriser les services de l'interculture en facteur de résilience économique et d'adaptation au changement climatique. Donc, Lucie Lefebvre de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne qui va nous présenter le projet Réflexive. Alors, je vais vous repartager mon écran parce que je pense que vous ne le voyez plus. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Qui est un outil pour un projet qui a pour but de capitaliser, outiller et former à la production des cives. Puis ensuite, Alexandra Geoffrin et Léa Sarnion de la Chambre Centre-Val de Loire. Donc là, pour discuter plus largement d'acceptabilité et puis de l'accompagnement des collectivités autour de ce sujet pour des projets de méthanisation. Donc pour introduire leur présentation, je vous propose juste de redéfinir rapidement ce qu'est une cive, puis de faire un tour d'horizon de la ration des méthaniseurs, bretons en l'occurrence. Avec nous, il y aura Jeanne Lancochet de l'association AILE qui participe à ce webinaire. Elle va vous laisser ses coordonnées dans la conversation et répondre aux éventuelles questions sur cette partie dans le chat. Voilà. Donc du coup, je m'excuse parce qu'en fait, les livrables des bilans de la DREAL 2021 n'ont pas été publiés. Donc voilà, la DREAL ne sera pas aujourd'hui à ce webinaire et donc on va repartir des rations 2020. Donc une cive, qu'est-ce que c'est? C'est une culture intermédiaire à vocation énergétique, culture qui va se positionner entre deux cultures pérennes, un blé et un maïs par exemple, dans une période d'interculture. Le but, c'est de faire 3 cultures en 2 ans et l'objectif, c'est bien de fournir de la biomasse pour produire de l'énergie. Donc si on reprend le bilan pour la Bretagne 2020, pour les méthaniseurs, on avait à l'époque 106 répondants au bilan, 80 unités en cogénération dans le panel, 26 en injection. Donc pour rappel, aujourd'hui, à peu près 220 unités de méthanisation en Bretagne. La ration à l'époque était composée de 60%, donc un peu plus de 60% d'effluents d'élevage, 5% de végétaux non agricoles, 16% de déchets autres, sous-produits provenant de l'industrie agroalimentaire, steppe urbaine, déchets d'abattoirs, biodéchets. Et ce qui nous intéresse aussi dans les 2 premières parties d'aujourd'hui, 16% de végétaux agricoles. Donc dans ces végétaux agricoles, on avait des résidus végétaux, ça va être des menus pailles, des cannes de maïs, des déchets de maraîchage, de l'ensilage de cultures principales, par exemple du maïs, et les cives, les ensilages de cultures intermédiaires. Donc si on zoome sur cette partie-là, on voit que dans ces 16%, il y a à peu près 7% de cultures principales, composées notamment de maïs, un peu d'herbe et puis d'autres ensilages. Et puis en 2020, à peu près 7% aussi de cives, et le reste en résidus. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu quand même une grosse progression de la part des cives finalement entre 2019 et 2020, de d'1,5%, un peu plus d'1,5%. Donc ça, c'est aussi lié au nombre de méthanisations, notamment en injection, puisqu'on voit qu'elles sont plus consommatrices de cives. Donc pourquoi ces cives? Ça permet de sécuriser en fait l'approvisionnement,
sans menacer la sécurité alimentaire. Et on va voir que ça soulève quand même quelques questions. Donc en Bretagne, on voit qu'il y a plus de cycles d'hiver que de cycles d'été. Après, voilà, ça dépend des régions. Donc si on extrapole ces données en surface pour toute la Bretagne, ça fait environ 2700 hectares de maïs dédiés sur le bilan 2020. C'est à peu près 0,16% de la SAU. 6000 hectares de cives, été et hiver confondus, 0,35% de la SAU. Et juste en nota bene, donc c'est des données assez vieilles, hein, donc à prendre, voilà, à revoir. Il y en aura des récentes qui devraient arriver bientôt. L'artificialisation des sols en Bretagne, c'est une perte de 0,24% de la SAU par an entre 2006 et 2010, d'après les données Agreste. Voilà, donc je vais arrêter mon partage et passer la main du coup à Nicolas et Sylvain pour nous parler donc du programme Récital. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Sylvain et moi-même, Nicolas, allons présenter les premiers résultats pas les premiers résultats, les résultats du projet Ristal, puisqu'on est en fin de programme. C'est un programme qui a commencé en 2020 et on est sur la phase de fin qui finit sur printemps-été de 2023. Donc, on va présenter une première partie qui est vraiment l'adaptation de la conduite des cives au contexte régional. Et on poursuivra donc Sylvain poursuivra sur une partie technico-économique, la place des cives dans les rotations et dans l'exploitation. Donc, pour adapter la conduite des cives au contexte de la région, la première chose, c'est avant tout de bien positionner ces cives dans la succession. Et c'est cette adaptation-là qui est importante au niveau régional. Cette adaptation, on ne va pas retrouver les cives au même endroit dans les successions suivant les régions. Si on prend l'exemple des successions de la région ouest de la France, sur des successions de type blé maïs, blé colza par exemple, on va pouvoir introduire des cives d'hiver entre un blé et un maïs. Bien entendu, on ne va pas pouvoir introduire des cives d'hiver entre un blé et un colza par exemple. Euh, pour les cives d'été, il y a quelques opportunités peuvent se présenter, notamment dans des systèmes où il y a des légumes, où là, les chances de réussite des cives d'été peuvent être présentes. L'objectif de bien positionner ces cives, c'est avant tout de limiter la concurrence sur la culture alimentaire qui suit. Dans les exemples qu'on a montrés, le maïs après une cive d'hiver et la céréale après une cive d'été, sachant que cet impact sur la culture suivante dépend effectivement de sa succession. Donc, l'impact va être moindre après une cive d'été qu'après une cive d'hiver. Pour les cives d'été, c'est avant tout une culture d'opportunité. En région ouest, il y a quelques opportunités sur les zones bien arrosées où, si l'irrigation est possible et autorisée, peut permettre d'assurer un minimum de rendement. Ce que montrent les essais dans le cadre du programme Récital, c'est qu'il faut aller semer au plus tôt possible ces cives d'été sur des semis au plus tard au 10 juillet. Après, on commence à avoir une décroissance des jours et des sommes de température qui peuvent être restrictives pour la croissance, plus les stress hydriques que peuvent subir les plantes courant juillet. Ce qui peuvent induire des échecs à la levée. Donc, face à ces échecs qui sont souvent nombreux et qui remontent du terrain, on conseille de réduire à un maximum les coûts de semences et d'aller sur des semences de type sorgho multicoupe, piper ou des semences de ferme de tournesol en mélange avec des MOA ou ce genre d'espèces pour réduire ses coûts et vraiment aller saisir l'opportunité une année donnée sur une parcelle euh, pour maximiser la réussite de ces cives d'été. Pour la récolte, rien ne sert d'aller trop loin pour récolter ces cultures.
au-delà du mois d'octobre, le potentiel de pousse est très limité. En ce qui concerne l'objectif de concilier la production de biomasse et la production alimentaire, on s'intéresse énormément à l'impact sur la culture suivante et il est surtout important sur les cycles d'hiver, beaucoup moins sur les cycles d'été. Et l'impact sur la culture suivante, il dépend notamment de l'état hydrique du sol et de la consommation en eau de la cive et de la possibilité que va laisser, après la récolte de la cive, la reconstitution du réservoir en eau du sol, suivant la date de récolte qui a été choisie. L'impact de cette culture va aussi, l'impact sur la culture suivante va aussi dépendre de choix de cette culture et du décalage potentiel de date de semis par rapport à un optimum de cette culture. Si on prend un exemple d'un maïs qui est classiquement semé courant avril, si on vient le semer courant mai, on va avoir un décalage de cette date avec des impacts sur le choix de précocité et qui vont directement impacter le potentiel de cette culture. On arrive cependant aujourd'hui difficilement à hiérarchiser et bien chiffrer l'ensemble des éléments qui impactent ce potentiel et il y a des travaux en cours pour aller plus loin. Donc, avant tout, bien placer la cive dans la succession pour garantir et concilier la production de biomasse et la production alimentaire. Et après, pour garantir le succès de la cive, c'est avant tout adapter son itinéraire technique. Si on parle des cives d'hiver, c'est choisir une date de semis adaptée pour réussir son semis. Sur des cives d'hiver, on va être classiquement autour de fin septembre. On a suffisamment de pluie qui reviennent pour aller semer. On va aller récolter au plus tard, autour du 10 mai, parce que derrière, on a des impacts qui sont très négatifs sur la culture suivante, notamment sur le maïs en région ouest. Et des agriculteurs privilégient souvent des récoltes de fin avril pour assurer leur récolte de maïs en silage. Sur les cives d'été, on va être sur des semis entre le 15 juin et le 10 juillet au plus tard, avec les opportunités risques que j'évoquais. Donc, sur l'impact sur la culture suivante, le risque hydrique est surtout important au cours du mois de mai. Donc, les cartes qu'on vous présente là, en fait, c'est une expression du risque hydrique que peut supporter la culture suivante. Les cartes en haut à en gauche, en fait, montrent que plus on attend entre un 26 avril et un 10 mai, on a le réservoir en eau du sol qui est fortement consommé par la cive en place et qui va potentiellement impacter la culture suivante. Et en fait, quand on regarde ce réservoir un mois après la récolte de la cive, et ben on voit que plus on attend pour récolter la cive, plus le risque va être fort de ne pas avoir reconstitué le réservoir en eau du sol. Donc, l'impact, il est environ sur les quelques essais qu'on a pu mettre en place. Là, c'est un exemple d'un essai sur la station de Boignéville en 2021. Vous voyez sur le graphique le rendement du maïs grain qui est représenté en histogramme bleu, on a réalisé sur un maïs grain irrigué et fertilisé un peu plus en moyenne 12 tonnes par hectare. Et en triangle vert, c'est le rendement biomasse de la cive qui précédait. Donc, on a comparé différentes cives, des triticales, des seigles, des mélanges avec des légumineuses à une modalité en 6 pans, c'est-à-dire un couvert d'avoine qui avait été détruit au mois de janvier. Et on voit qu'en fait, l'impact de la cive est d'environ 10% du rendement du maïs grain en comparaison au 6 pans qui était détruit au mois de janvier. Ce qu'on voit aussi par ailleurs, c'est que finalement, la différence entre nos différentes modalités de cible, les triticales, les seigles et les mélanges est très faible.
Et statistiquement, on n'arrive pas à faire de différence entre ces différentes cibles sur le maïs suivant, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre en campagne. L'autre élément de réussite des cibles divers, c'est le choix de l'espèce. Alors, le choix de l'espèce et de la variété, en soi, il va être surtout lié à la maîtrise en fait des risques qui sont liés à ces espèces et ces variétés, que ce soit le risque bioagresseur, notamment si je prends l'exemple des orges qui vont être sensibles à la JNO, à la jaunisse nomisante de l'orge, lors des vols de pucerons à l'automne. Ça peut être aussi les risques climatiques. Si je prends l'exemple de l'avoine, qui va être plus sensible au gel que les autres espèces et qui peut, sur des gels aux alentours de -5, subir des pertes de pieds assez importantes. Et après, ça va être sur le cycle de développement. On va essayer de privilégier des espèces précoces et les piaisons pour aller récolter le plus tôt possible la cive d'hiver et limiter le possible impact sur la culture suivante. Alors, voici ce que ça donne sur quelques résultats d'essais. Donc, dans le cadre du réseau récital, on a fait une analyse des rendements des principales espèces que l'on a pu utiliser, l'avoine, l'orge, le triticale et le seigle. Et sur les récoltes qui ont eu lieu entre le 20 avril et le 10 mai, quand on regarde au global France, on n'arrive pas à faire de différence entre les différentes espèces. Alors, on a une tendance à un effet statistique sur l'avoine et l'orge qui sont expliqués notamment par les risques de gel sur l'avoine et les problèmes de JNO qu'on a eu sur les orges. Mais quand on regarde des secs, des triticales et les mélanges avec des légumineuses, on fait dans de nombreux essais aucune différence statistique entre ces modalités. Ce qui est important sur finalement le choix des espèces, c'est par exemple si on est dans un lieu avec une forte verse des seigles, et ben je peux essayer d'aller choisir soit le mélanger avec le triticale, soit les versions de triticale pour limiter les risques. C'est la même chose sur les questions de JNO pour l'orge ou l'avoine si on a des risques de gel. En ce qui concerne la date de récolte, ce que je disais tout à l'heure, au plus tard, aux premières décades de mai, il faut savoir qu'entre le fin avril et début mai, on gagne environ 1 à 2 tonnes de matière sèche par semaine. Donc, il y a vraiment cet enjeu de compromis vis-à-vis de la culture suivante pour réussir à allier production de biomasse et production alimentaire qui suit. La fertilisation azotée est toujours bien valorisée, donc il y a des nouvelles règles de calcul de bilan azoté qui vont paraître avec le commissaire avec le comifère dans les prochains mois. Et une vigilance quand même dans l'ouest de la France, notamment dans des successions avec dominantes céréalières. On s'inquiète de la pression de piétin et chaudage et d'autres maladies, notamment quand on a trop de céréales. Et avec les cibles, on introduit finalement seigle et triticale, de nouvelles céréales dans la succession. Donc là aussi, on réengage des travaux pour aller plus loin sur ces questions. Donc, pour continuer, les travaux continuent et donc Nicolas en a parlé. Ce qui est important, c'est de regarder le couple de la cive et la culture suivante. Et ça peut, c'est l'objet de cette seconde partie de présentation là, qui sera plus rapide sur ce qu'on appelle la résilience de l'exploitation. C'est est-ce que ça peut permettre d'absorber des chocs et quel va être ce compromis entre la récolte de la cive et de la culture suivante. Donc on va regarder ça, ces aspects plus économiques dans un premier temps et une petite vidéo pour terminer sur des aspects plus techniques et environnementaux. Donc, une cive, bon, il y a plein d'intérêts, vous le verrez, c'est pas sans risque. Un des premiers risques, c'est le coût. Donc, vous avez ici des évaluations du coût de production de ces cultures intermédiaires à vocation énergétique pour des rendements à gauche de 6 tonnes de matière sèche par hectare, de 8 tonnes au milieu et de 10 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, vous avez le coût de production, c'est les points que vous avez, hein, et vous avez réparti en histogramme, c'est la somme des charges, donc vous avez les parties intrants, mécanisation. Et en fait,
je pense qu'il n'y a pas forcément de coût à retenir. Ce qui est sûr, c'est que plus on produit et plus on limite les charges, plus on va diminuer le coût. Mais il faut que chaque agriculteur, sur chaque projet, arrive à bien évaluer son coût et n'oublie surtout pas des catégories de charges. Par exemple, très souvent, les agriculteurs ou au coin d'une table avec un conseiller, ils vont prendre les charges intrants, mécanisation de la récolte, et puis voilà. Mais il faut bien compter qu'il y a des charges aussi qui sont dues à l'exploitation, comme du fermage, etc. Et qui c'est qui les supporte? Ce sont les cultures alimentaires ou toutes les cultures de la succession. Pareil, l'épandage des digestats, qui c'est qui le prend en charge? Est-ce que c'est l'unité de méthanisation? Est-ce que c'est l'agriculteur? Donc, il n'y a pas forcément de bonne méthode. L'essentiel, c'est de ne pas oublier. Et quand on essaie de ne rien oublier et qu'on répartit les choses différemment entre les cultures, ben vous voyez, on va être, donc le coût de production ici, on va être plutôt aux alentours de 80-90 euros par tonne de matière sèche pour des productions de l'ordre de 8 tonnes de matière sèche par hectare, et on ira à 100 voire 110 pour des productions plus faibles à l'ordre de 6 tonnes de matière sèche par hectare. Voilà, c'est variable. Encore une fois, il n'y a pas de bon chiffre. Pensez surtout à bien intégrer chacun des coûts, qui est payé par qui, et ne pas d'oublier, encore une fois, l'impact aussi sur la culture suivante. C'est un manque à gagner dans la succession. Il faut pouvoir l'intégrer. C'est une partie des charges. Voilà. Maintenant, si on continue sur le compromis, ces cibles, ça reste quand même un facteur de rentabilité des successions. Si on regarde là à gauche, vous avez par exemple en bleu l'augmentation du rendement des cives. Donc, c'est-à-dire que quand on est fin avril, on va être aux alentours de 6 tonnes de matière sèche. Au 10 mai, on va être à 8 et on peut gagner encore. Mais on voit qu'on a quand même une perte de rendement. Voilà, dû à des profils variétaux, dû à du stress hydrique. On ne sait pas bien les hiérarchiser, mais on a cette perte de rendement. Et alors, quand est-ce qu'il vaut mieux récolter? Plutôt ici ou plutôt là? C'est ce que l'on a essayé de faire donc, sur le graphique de droite. Vous avez donc pour différents scénarios de prix. La ligne en bas, c'est pour des scénarios de prix très bas, de l'ordre de 100 euros tonne. En haut, c'est pour des scénarios de prix haut, pas forcément ceux qu'on a connus l'année dernière, parce que pour nous, dans les historiques, ça reste exceptionnel, mais on va se rapprocher de 280 euros tonne, quelque chose comme ça. Et un prix intermédiaire, on sera aux alentours de 170-180 euros tonne pour un blé ou un maïs. Et donc, vous voyez que par rapport à une succession de références, ici, on se compare, c'est une rotation maïs-blé. Donc, vous avez notre rotation maïs-blé ici. C'est une marge nette, donc on a tout compté, aide incluse. Donc en scénario de prix bas, très souvent on ne dégage pas de marge. Après, on va en dégager, bien sûr, on voit tout le poids de la culture alimentaire. Mais quand on fait des cives, on va systématiquement augmenter cette marge. Donc les cives sont vraiment un facteur de résilience. Et ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller trop chercher du rendement des cives, parce que c'est là qu'on voit tout le poids du prix des cultures alimentaires. On peut même perdre un petit peu dès qu'on est à des prix un petit peu supérieurs à des prix médians, on va avoir tendance à perdre. Donc le meilleur compromis, c'est entre fin avril et début mai, ce que disait Nicolas, non seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue économique aussi. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Et donc, ce que je vous propose maintenant, il y en a pour 3 petites minutes là. Donc, c'est un petit film qui vous a expliqué d'autres intérêts à la fois techniques sur la pression phytosanitaire et énergétique aussi. Les cultures intermédiaires vocation énergétique présentent des intérêts indéniables. Mais la conduite de cette culture pose également quelques questions. Pour lever ces incertitudes, le projet multi-acteurs Récital a été mené entre 2020 et 2023. Un réseau expérimental qui évalue aux 4 coins de la France les effets de l'intégration de cives dans diverses rotations sur un plan économique, technique et environnemental. Objectif, aboutir à des recommandations communiquées directement aux agriculteurs et aux scientifiques. « 30 minutes supplémentaires par hectare. C'est l'augmentation moyenne du temps de travail qui a été observée sur les essais du projet Récital. Mais attention, cette charge de travail se répartit en pics d'activité, notamment sur les périodes de semis et de récolte des cives, c'est-à-dire à des moments déjà chargés hors méthanisation.
Vigilance et organisation sont donc nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu. Et si l'agriculteur peut bien sûr réaliser ses travaux lui-même, il reste recommandé de faire appel à des prestataires comme des ETA ou à Sakuma pour simplifier les opérations en temps comme en matériel. Pour rééquilibrer la charge de travail sur l'ensemble de la rotation, les opérations culturales pourront aussi être simplifiées sur les cultures suivantes. Le bilan des impacts environnementaux peut être décliné en 4 points. D'abord, la pression phytosanitaire. Sur les rotations étudiées, aucune augmentation des traitements phytosanitaires n'a été estimée et dans certains contextes, une diminution a même été calculée. Un résultat qui s'explique en partie par la compétition des cives avec les adventices. Deuxième point, la fertilisation. Au même titre qu'une CIPAN, une cive va capter l'azote disponible dans le sol jusqu'en sortie d'hiver et réduire son lessivage. La culture principale suivante va donc pouvoir en bénéficier. Quant au digestat obtenu, ces apports devront être pilotés, réalisés avec un matériel adéquat et à la période la plus adaptée de la rotation pour éviter au maximum les pertes d'azote. Autre volet, l'approche environnementale. Si produire des cives implique quelques émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, cela est largement compensé par ailleurs. En effet, les cives laissent une biomasse importante au sol de la parcelle après la récolte, grâce aux racines, mais également au chaume. Conséquence, l'agriculteur augmente significativement le stockage du carbone dans son sol. Enfin, l'efficience énergétique a été prise en compte. Il s'agit du ratio énergie consommée, énergie produite à l'échelle de la rotation. Et même en prenant en compte la possible baisse de rendement sur la culture suivante, des calculs montrent que l'ajout de cives dans la rotation entraîne une meilleure efficience énergétique. Sur cet exemple, le supplément d'énergie produite équivaut à 9 831 kWh par hectare ou encore 29 750 km parcourus en voiture. Bien sûr, plus le rendement de la cive est important, meilleure sera l'efficience énergétique. En conclusion, intégrer une cive entre deux cultures principales de sa rotation demande forcément un temps de travail supplémentaire, ainsi qu'une bonne organisation lors des pics d'activité. Mais les services rendus sur l'ensemble de la rotation ne sont pas négligeables, à condition bien sûr de suivre un itinéraire technique cohérent. Voilà, donc pour terminer, bon, vous avez vu, il y a en effet des services, mais il y a des risques. Alors, les services, Nicolas en a parlé, ils sont à la fois agronomiques et environnementaux, couverture du sol, fertilité du sol, biodiversité. On est dans le réseau, on a pu faire quelques évaluations, ça participe à la diversité des cultures, diversité des assolements. Services énergétiques, vous venez de le voir. L'adaptation au changement climatique, oui, ça peut être un vecteur d'adaptation parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des cycles un petit peu plus courts. Des risques, vous l'avez vu, c'est plus de travail. Des risques économiques, ça coûte cher. Hein, on joue avec le climat aussi, donc il faut quand même faire attention. Et ne pas oublier d'autres choses sur l'unité de méthanisation. Donc voilà, en termes d'autres sorties, comme le disait Nicolas, le programme récital se termine, donc il y aura des plaquettes spécifiques pour l'Ouest, plaquettes imprimées qui seront accessibles sur Internet avec d'autres vidéos sur la CV, sur la matière organique et sur comment calculer ses coûts. Et donc tout ça va arriver au cours du printemps et de l'été. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, du coup, Nicolas et Sylvain. On va peut-être prendre des questions. Maïna, je te laisse prendre Oui, la parole. il y a 2 questions. La première question, c'est de Florence Linné qui demande est-ce que ce n'est pas contre-productif au regard des problèmes de sécheresse et autres conséquences du changement climatique de choisir le maïs comme cive? Alors, le maïs, comme cive, c'est une cive d'été. Et est-ce que c'est pas contre-productif? Tout dépendra, je pense, du milieu où vous êtes. Si vous êtes dans un milieu qui est peu contraint en eau, c'est une espèce qui est sélectionnée, sur laquelle on a beaucoup de génétique disponible pour des cycles très courts et qui valorisera bien tout ça. Donc, il y a des régions où ça pourrait être contre-productif. Les semences sont très chères aussi. Et il y en a d'autres, elles sont maigres, mais où ça pourrait être valorisé.
Merci pour la réponse. Et il y a une deuxième question qui est en fait quelle est l'augmentation des taux de carbone du sol par les racines des cives et la deuxième question, c'est sur quel pas de temps? Alors, c'est impossible de donner un chiffre parce que le chiffre, il est dépendant déjà de votre état initial et de votre succession. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment un consensus scientifique. Il y a eu plusieurs études. Il y a une étude qui a été faite par l'INRAE à laquelle on a participé aussi, à laquelle elle a participé. Donc, quand on extrait des cives et qu'on ramène du digestat, si on extrait des cives et qu'on ne ramène pas du digestat, ce ne sera pas les mêmes conclusions. Mais si on récolte et qu'on ramène du digestat à hauteur de ce qu'on a exporté, on va avoir plutôt tendance à stocker dans tous les cas. Et cette valeur de stockage sera très dépendante de chacun des milieux et de l'état initial du sol. Et c'est quelque chose qui se regarde sur un temps long. La matière organique, à moins de 10 ans d'intervalle, on ne peut pas regarder. Donc, tout ce qu'on le fait, c'est surtout à partir de modèles qui ont été faits sur des essais de très longue durée, de plus de 40 ans. Mais voilà, les digestats, vous ramenez de la matière organique qui est plutôt humifiée, donc qui est plutôt dite stable, mais en fait, elle va évoluer sur 30 à 40 ans. Donc, cette évolution, vous allez la voir sur une trentaine d'années jusqu'à atteindre un palier. Les sols ne peuvent pas stocker infiniment du carbone. On arrive forcément à un état d'équilibre. Il y a d'autres questions, Maïla? On a une nouvelle question. Alors, c'est la même personne qui demande effet de réduction des produits phyto, ne voit pas réellement car moins de possibilités de faux semis, en particulier avec les problématiques RG résistants. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, mais Oui, l'effet de réduction de phytosanitaire, on l'a pas effectivement mesuré par des essais au champ. En fait, quand on calcule par simulation, quand on modélise un peu par le changement de rotation qu'on voit des réductions euh, de- d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment dans des systèmes où il y a du colza et le colza disparaît et dans ces systèmes, à la faveur des cives. Et dans ces systèmes-là, on voit une diminution de la pression phytosanitaire. Après, en ce qui concerne la gestion des raigrats et vulpins avec cives, la possibilité aussi, c'est de voir à plus long terme, c'est-à-dire que la réduction ne va pas se faire sur l'instant de l'année de la culture, mais bien par une réduction du stock semencier au fil du temps, par l'ensilage de ces raigrats et vulpins. On a eu des essais où on a été envahi de raigrats et de vulpins et ils font de la biomasse comme les autres espèces. Le tout, c'est d'adapter sa conduite pour aller les récolter et d'essayer de aussi limiter le retour en stock semencier de ces raigrats et vulpins au fil du temps. Donc, les cives peuvent être aussi une opportunité pour essayer de régler ça. Euh, Là où on peut jouer, j'ai parlé de la date de semis sur fin septembre, on peut aussi, dans ce cas-là, essayer de retarder un petit peu sa date de semis de cives pour aller faire des interventions faux semis, etc., pour limiter ce risque et réduire encore une fois le stock semencier. Donc, c'est des observations qui sont en cours, des suivis qui sont en cours et qui sont à faire sur le long terme. Et pour compléter, il y a des essais systèmes où clairement l'exportation de cette biomasse avec des graines relativement précoces, on voit des impacts l'année suivante aussi. Donc c'est sûr que c'est quelque chose à voir à long terme. Et les premiers effets, ça va être changement de rotation et l'exportation. Voilà. Après, les faux semis, il y a plein de questions aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de questions sur les faux semis. Je vais passer la main à Lucie. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais peut-être je vous invite Sylvain et Nicolas à répondre directement dans le chat si c'est possible pour vous, pour qu'on arrive à respecter à peu près notre timing.
Lucie, je te laisse partager ton écran pour le projet Réflexive. Hop, ok, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ok. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais effectivement vous présenter le projet Réflexive, donc qui visait qui vise toujours à capitaliser, outiller et former à la production des cives. Donc c'est, hop, je vais baisser. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc c'est un projet CASDA Réflexe, hein, donc on a répondu à un appel à projet qui est destiné vraiment à renforcer le transfert des connaissances vers les agriculteurs pour améliorer en fait la compétitivité des exploitations. Donc, dans cet appel à projet, donc on a répondu à l'appel à projet de 2021. Il y avait 5 thématiques identifiées comme prioritaires par le réseau des chambres d'agriculture, dont la thématique nouvelle chaîne de valeur et bioéconomie. Et c'est donc dans cette thématique que s'est inscrit le projet Réflexive sur voilà, la production des cives. Donc, c'est un projet qui a démarré le 1er janvier 2022 pour une durée de 18 mois. Et c'est donc un multipartenariat entre 7 chambres d'agriculture, donc dont la chambre d'agriculture de Bretagne, où nous sommes pilotes de ce projet. Et on est donc associés dans ce projet aux chambres de Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est, des Hauts-de-France, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire et la chambre départementale de l'Isère. Et donc on s'est tous regroupés, là, ces 7 chambres, autour de ce projet, puisqu'on faisait le même constat, hein, finalement, que beaucoup de références existent déjà en fait au sein des différentes chambres d'agriculture suite à divers projets de recherche sur les cives, mais que cependant voilà, les données collectées n'étaient pas forcément très valorisées et pas facilement mobilisables par les conseillers ou les agriculteurs pour construire vraiment des stratégies de production de cives, alors même que, eh bien, on l'a vu, hein, tout à l'heure avec les chiffres présentés par Marion, les unités de méthanisation à la ferme augmentent et les questions et les demandes d'informations en lien avec les cives, hein, pour la méthanisation augmentent aussi, hein, que ce soit des questions d'agriculteurs ou de conseillers. Donc, on s'est regroupés au sein de ce projet et la finalité du projet, c'est bien de renforcer les compétences des conseillers et des agriculteurs pour mettre en place des cives dans un double contexte, hein, de durabilité, à la fois de l'exploitation agricole, hein, voilà, on parle aussi évidemment de rentabilité économique et de durabilité de la filière méthanisation, puisque les cives représentent une partie quand même non négligeable du gisement d'intrants en méthanisation, comme l'a présenté Marion. Donc 5 objectifs ont été définis pour ce projet. Donc 2 objectifs plus liés à la capitalisation. Donc, premier objectif, comme je le disais, de capitaliser, hein, de mutualiser toutes les données qui existaient déjà sur les cives au sein des chambres d'agriculture partenaires et également un objectif de capitalisation des besoins et des attentes du terrain, donc que ce soit des agriculteurs, mais aussi des conseillers qui sont amenés à travailler sur les cives. Ensuite, un troisième objectif plus lié à la valorisation finalement de ces données. Donc, l'objectif, c'est bien de pouvoir valoriser ces données qui existent en faisant le lien vraiment avec les besoins et les attentes du terrain. On a évidemment un objectif de transfert, hein, de ces données à l'échelle nationale. Donc là, l'objectif, c'est de créer différents contenus, différentes ressources techniques à destination des agriculteurs principalement, mais aussi des conseillers. Voilà, pour vraiment transférer toutes les infos qu'on aura pu valoriser dans ce projet. Et enfin, le dernier objectif dit de massification. Là, l'objectif, c'est vraiment que les agriculteurs et les conseillers puissent s'approprier
et utiliser réellement les ressources qu'on aura créées. Donc là, ça fait plus voilà, le lien avec aussi la partie formation qu'on a beaucoup travaillé. Et donc pour répondre à ces objectifs, eh bien, on a organisé, construit, hein, le projet autour de 3 actions. Donc une première action, vraiment, capitalisation des données, qui existent déjà sur les CIV. Donc là, on a créé une base de données, sur les CIV. Une action, numéro 2, donc plus sur la création de ressources techniques. Donc voilà, comment valoriser, toutes ces données capitalisées, en lien avec, les besoins du terrain qu'on a remontés et comment du coup, transférer, ces contenus techniques, au public cible. Et enfin, la troisième action, donc de formation, où là, on a, créé, des modules, des capsules de formation sur les cives à destination des agriculteurs. Donc si, je détaille rapidement, ce qu'on a fait donc dans l'action 1. Donc l'action 1, c'était vraiment créer cette base de données unique, donc avec un objectif de mutualiser, harmoniser et analyser les données, qui existent déjà, sur les cives, au sein du réseau des chambres d'agriculture et notamment, au sein des 7 chambres partenaires. Donc au final, on a réussi à recenser et à mutualiser 274 essais, dans cette base de données, représentant, plus de 4 000 lignes, hein, donc plus de 4 000 mesures finalement sur les cives. Donc ici, ça vous donne la répartition, de ces données, selon les chambres partenaires, du projet. Donc on voit quand même une certaine hétérogénéité, hein, avec des régions, comme, donc le Grand Est, les Hauts-de-France ou encore la Nouvelle-Aquitaine qui ont beaucoup travaillé, les cives avec beaucoup d'essais qui ont été, mobilisés et recensés. Et voilà, d'autres régions qui sont, un petit peu plus, en retard ou en tout cas qui n'ont pas encore, forcément beaucoup d'essais, sur les cives. Et cette base de données, elle est aussi répartie donc, de cette façon-là en termes de culture. Donc on a 53 des données qui concernent des cives d'hiver, 36 des données qui concernent des cives d'été et on a aussi fait le choix d'intégrer des essais, plus, axés fourrage, donc fourrage d'été ou fourrage d'hiver, mais en se disant que voilà, c'était, des couverts qui étaient implantés initialement, pour, nourrir, des cheptels animaux, mais qui, en soi produisaient aussi de la biomasse, potentiellement, valorisable en méthanisation et donc ça nous paraissait quand même intéressant de pouvoir les intégrer, à cette base de données. Voilà. Pour, l'action 2, donc la création de ressources, là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir agréger, les attentes du terrain pour bien valoriser et vulgariser les connaissances et notamment, nos données cives qu'on venait, de répertorier dans cette base, de données. Donc il y a eu un premier gros travail, d'enquête auprès de 67 agriculteurs et 10 conseillers. Donc vous avez, sur cette carte de France, la répartition, enfin la géolocalisation, des agriculteurs qui ont été enquêtés, dans le cadre du projet. Donc on a réussi à remonter, beaucoup d'attentes, hein, une quarantaine d'attentes, identifiées autour de 5 grandes thématiques, à savoir, les caractéristiques des cives et leur potentiel, leur itinéraire technique, la place des cives dans la rotation, des questions aussi sur, la concurrence, des cives avec la culture suivante et les réglementations autour des cives et également des attentes, sur les intérêts agronomiques et économiques, des cives. Donc voilà, on a vraiment aussi fait un gros travail de priorisation des attentes du terrain pour pouvoir répondre, d'abord à voilà, à ces questions, qui nous semblaient vraiment prioritaires pour les agriculteurs et les conseillers. Donc, on est en cours de création d'un site web, pour, guider à la réflexion, sur les cives, sur leur production. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un site qui sera en libre accès avec pour cible principale donc les agriculteurs, mais qui sera, voilà, comme je le disais, accessible par tous. Et on a conçu ce site, en plusieurs un peu en parcours, voilà, en plusieurs étapes pour d'abord, par exemple, tester ses connaissances sur, les cives avec des systèmes de quiz. Pouvoir accéder à du contenu technique sur la production et aussi la valorisation des cives, hein. On va jusqu'aux aspects, vraiment économiques et notamment, la marge, cive, mais aussi, cive plus culture suivante.
Des informations réglementaires seront aussi disponibles sur le site internet, de même que des informations sur le contexte des cives en France et donc notamment l'évolution des cives dans la ration des méthaniseurs, comme a pu le présenter aussi Marion en début de webinaire. Et enfin, on est en train de concevoir un jeu sérieux sur les cives, un peu sous forme d'un jeu de loi pour voilà, vraiment tester et valider les connaissances qu'auront pu acquérir les agriculteurs en parcourant le site notamment autour des cives, voilà, de la réglementation jusqu'à la valorisation économique. Et enfin, la troisième action, donc là qui était une action plus sur la formation, donc avec un objectif clair de renforcer l'offre de formation aux agriculteurs sur la production de cives. Donc là, on a créé 3 capsules de formation, donc qui durent entre 1 heure et 2 heures et qui peuvent être intégrées à des parcours de formation préexistants. Donc une capsule plus axée sur le choix des espèces de cives, voilà, selon son contexte pédoclimatique, selon ses objectifs, etc. Une capsule aussi sur la conduite culturale des cives, comment optimiser la conduite culturelle de ma cive, en prenant bien en compte évidemment eh bien, sa rotation, son contexte pédoclimatique, ses objectifs aussi de production. Et une dernière capsule, là, sur les aspects économiques, donc calcul de marge économique. Et encore une fois, on ne s'arrête pas qu'à l'échelle oui, à l'échelle annuelle de la cive, mais on prend bien la succession cive plus culture suivante. L'objectif des capsules et de cette formation sur les cives en général, c'est bien d'accompagner les agriculteurs sur toutes ces questions autour des cives, donc de la réglementation jusqu'au calcul de marge économique, mais en mettant toujours en perspective la place des cives dans les rotations et même plus largement dans les territoires. Voilà, on sait que ce n'est pas forcément les mêmes contextes selon les territoires en France, évidemment. Et notamment toujours avoir en tête les impacts des cives sur les productions principales à destination de l'alimentation humaine ou animale, qui reste quand même l'objectif premier de l'agriculture, ne l'oublions pas. Donc voilà, toutes ces capsules ont été vraiment pensées dans ce but-là de remettre en perspective la place des cives dans nos systèmes de production actuels. Donc en sachant que cette formation a été testée début mars auprès de 5 agriculteurs en Bretagne. Et on a donc pu remonter aussi les retours des agriculteurs, leur satisfaction, leurs attentes, leurs préconisations, dans un but de pouvoir améliorer encore ces capsules et pouvoir les mettre à disposition du réseau national des chambres d'agriculture et donc pouvoir proposer ces formations sur les cives au maximum d'agriculteurs partout en France. Donc juste pour terminer, donc le projet va se finaliser donc au 31 juillet 2023. Donc si on compte bien, ça fait non pas 18 mois, mais 19 mois. Voilà, on a eu un mois supplémentaire. On proposera un webinaire de restitution finale dans lequel on présentera notamment le site web et on vous donnera le lien de ce site. Les 2 principaux ensuite livrables, au-delà du site web, c'est un protocole d'implémentation de notre base de données avec d'autres données cives qui existent dans d'autres régions. Comme je l'ai dit, on est 7 chambres partenaires dans ce projet, mais on sait bien qu'il y a d'autres essais qui existent dans d'autres chambres d'agriculture en France. Donc voilà, l'objectif sera de pouvoir aussi amender cette base de données avec d'autres données dans d'autres régions. Et puis, évidemment, pouvoir proposer cette formation sur les cives au maximum d'agriculteurs, mais aussi de conseillers dans le réseau des chambres d'agriculture. Voilà, je vous remercie. Merci Lucie. Je ne sais pas si Maïna, il y a des questions sur le projet? Non, il y a pas de questions particulières. Alors après, ce que je voulais juste préciser, il y avait quelqu'un qui avait posé une question au départ pour la PAC, auquel j'ai répondu dans le chat. Ça, c'est fait partie de la rédaction qu'on a réalisée pour le site web Réflexive. Donc, les questions réglementaires sur les cives, notamment, seront indiquées sur le site web, si je ne me trompe pas, Lucie. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y aura vraiment Ils une page sont dédiée en Ouais. libre à la accès, réglementation. c'est Voilà. ça. OK, merci beaucoup du coup Lucie. Merci. On va
dézoomer un peu maintenant et puis parler plus d'acceptabilité globale de la méthanisation avec le travail du coup des chambres d'agriculture Centre-Val de Loire qui vont nous présenter les travaux autour de l'acceptabilité dans les territoires. Je vous laisse la parole et je vous laisse partager votre écran. Oui, merci. Bonjour à tous. On est là avec ma collègue Alexandra pour vous présenter les résultats de notre étude du projet qu'on a mené plutôt avec l'ensemble des conseillers de la région Centre-Val de Loire sur l'acceptabilité en méthanisation auprès des collectivités. Donc, c'est un projet donc mené dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, qu'ils ont voulu focaliser la région Centre-Val de Loire sur l'acceptabilité en méta, avec 3 objectifs. Donc accompagner les collectivités territoriales, impliquer la filière agricole et développer les compétences. Tout ça, en fait, dans l'optique aussi d'aider à l'émergence de projets, de former les collectivités territoriales qui peuvent aussi montrer un certain besoin d'information sur un domaine qui est très technique. D'où le développement des compétences et puis voilà, des contextes locaux qui peuvent être assez différents en fonction des secteurs géographiques. Mais la méthanisation commençant de plus en plus à cristalliser des peurs ou voilà, beaucoup de questionnements sans forcément avoir beaucoup de réponses. Donc, c'était un peu l'objectif du projet. Donc, ces 3 objectifs organisés autour de 3 axes différents, donc que ce soit l'accompagnement, la formation, puis aussi la concertation, qui sont nécessaires dans les projets d'énergie. Et donc, à partir de ces 3 axes-là, on a organisé en fait nos livrables, en fait, ce qui était attendu, autour d'un guide composé de plaquettes pédagogiques, donc là, à destination des collectivités, qui permet en fait de recenser les différentes thématiques et de répondre à leurs questions. Et puis pour les autres parties sur la formation, la concertation et puis impliquer la filière agricole, on a plutôt réfléchi autour de jeux de société, d'animation ludique pour un peu changer voilà, la façon d'aborder les choses moins techniques. Même si il en faut toujours un petit peu, on a vraiment voulu essayer de trouver un aspect pour que ce soit plus facile d'appropriation par tout le monde sur un sujet un peu crispant et donc d'intégrer l'ensemble de ces éléments-là dans une formation avec plutôt un parcours type. Donc on n'a pas prévu d'aborder en détail vraiment tout le parcours de la formation, mais sachez juste qu'en fait, c'est composé à la fois des 2 animations qu'on a créées et donc d'un fond technique qui est repris du coup dans les plaquettes. Et donc cette formation, on l'a à la fois réfléchie pour les collectivités territoriales et aussi pour les conseillers des chambres d'agriculture qui pourraient être intéressés sur le développement de ces éléments-là. Du coup, Alexandra, je te laisse présenter la partie sur le guide. Du coup, faire suite à ce qu'a présenté Léa, donc le premier livrable qu'on a créé, c'était donc un guide qui a été réfléchi donc, à destination des collectivités. Ce guide, on l'a réalisé avec une phase d'enquête déjà. Donc, conseillers dans la région, on a chacun été voir plusieurs collectivités territoriales pour identifier leurs attentes aussi. On s'est renseigné aussi au cours de réunions dans nos divers départements, donc les mots de vocabulaire qu'il fallait expliquer par exemple, les inquiétudes aussi qui émergeaient des élus, donc qu'est-ce qu'ils voulaient voir un peu illustré dans ce guide. Et donc suite à ça, on a décidé du format et du contenu ensemble. On a décidé de le faire sous forme de plusieurs plaquettes et d'un vrai faux. L'intérêt des plaquettes, c'était d'avoir une lisibilité parce qu'on avait quand même une certaine quantité d'informations à faire passer. Et voilà, on s'est dit qu'avec un catalogue de 50 pages, personne n'ouvrirait le nez dessus et que c'était plus pratique d'avoir un sommaire avec des plaquettes et des thématiques claires identifiées. Et donc, la phase d'enquête nous a beaucoup aidé un peu à organiser ces plaquettes et leur contenu. Et le vrai faux aussi, c'était on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'idées arrêtées dans la tête des collectivités qu'on a pu rencontrer. Donc, ça nous permettait aussi de contrebalancer ce qu'on entendait avec des arguments scientifiques en donnant les contacts et les sources des faits avancés. Donc, c'est un contenu essentiellement technique, c'est expliquer les types de méthanisation, vulgariser tout ce qu'il y a autour du sujet.
et reprenez les thèmes et reprendre aussi les thèmes qui étaient nécessaires à aborder quand on veut construire un projet d'énergie renouvelable sur un territoire. Et donc voilà, ce guide a fait l'objet de plusieurs versions puisqu'on l'a réajusté ensuite avec d'autres phases d'enquête, c'est-à-dire qu'on a une première phase pour l'élaborer, puis ensuite, une fois qu'il a été élaboré, dans la version projet, on l'a présenté à des collectivités qui n'avaient pas été enquêtées au début pour voir ce qu'elles en pensaient, ce qu'elles auraient rajouté. Donc on l'a ensuite amélioré. Et donc on l'a mis en libre accès sur le site de la région Centre-Val de Loire, donc on a remis le lien qui est disponible ici. Tu peux passer la slide suivante, Léa, merci. Donc ensuite, je vous ai mis un petit extrait, un petit peu de ce qu'il y a dedans. Donc les plaquettes sont listées et je vous ai mis une capture d'écran du vrai faux un petit peu. Donc voilà, on a repris texto. L'idée, c'est que ce soit lisible et que l'information s'affiche tout de suite. Donc on avait mis ce qu'on entendait souvent. Voilà, ça sent mauvais. On aurait presque pu mettre des guillemets sur tout ce qu'on entendait. Et l'idée, c'était d'expliquer pourquoi oui, pourquoi non. Et donc voilà, on a mis des plaquettes assez techniques sur voilà, quel rôle peut jouer une collectivité pour accompagner un projet, comment bien dialoguer autour de la méthanisation. Donc là, on accentuait beaucoup l'idée de la concertation, mais aussi qu'est-ce que la méthanisation, les idées reçues, comment choisir un site pour implanter une unité aussi. Donc là, on retourne un peu sur la concertation. J'ai une petite faute d'orthographe. Quels sont les bénéfices potentiels d'une unité de méthanisation? Donc ça, c'était une plaquette, pareil, qu'on a établie parce qu'on s'est rendu compte que si les collectivités ne voyaient pas un intérêt, ça pouvait aussi créer des blocages dans la concertation. Donc l'idée, ça a été voilà, de tracer comment est-ce qu'on pouvait amener la méthanisation de façon positive, alors que les élus ont souvent l'impression que ça arrive en force sur leur territoire. Et enfin, comment limiter les impacts potentiels, parce qu'effectivement, il n'y a pas que du positif, et l'idée, c'était pas de s'opposer aux anti-méta, mais de démonter leurs arguments en montrant que ces impacts négatifs qui peuvent avoir lieu avec une unité de méthanisation territoriale peuvent être aussi limités. Donc, suite à ce guide, il fallait qu'on passe à la partie, on va dire, concertation, formation et implication. Donc, c'est ce que je disais au début, on est parti sur les jeux de société parce que c'est souvent un format qui permet de libérer la parole. On est dans un contexte souvent plus informel. On devient un peu un autre, finalement, quand on joue. On peut baisser certaines barrières et en fait être plus à l'écoute. Donc ça, on a créé un premier jeu pour voilà, avoir une mise en contexte et un deuxième jeu pour tout ce qui va être faciliter la bonne intégration aussi de thématiques techniques complexes. Donc on a essayé de partir sur des jeux aussi qu'on pouvait connaître et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour apprendre la méthanisation et aborder tous les thèmes qui touchent ce sujet. Donc c'était 2 jeux qui peuvent être à la fois utilisés par des collectivités, des agents, des maires, des directeurs techniques, etc., mais aussi des agriculteurs dans le cadre d'émergences, d'ateliers ou même de salons. On a essayé vraiment de les réfléchir pour qu'on puisse aussi y jouer sous salon. Et donc effectivement, de la même façon, voilà, le jeu réfléchir autrement, simplifier, vulgariser, et puis prendre le temps en fait de réfléchir à ce qu'on fait, dans un espace un peu moins formel de formation. Et donc ces jeux-là, on les a testés, bon déjà forcément entre nous, puis aussi auprès de nos collègues qui sont pas forcément compétents dans ces thématiques-là, pour voir si un public qui ne connaît pas avait au moins compris les bases de ces jeux. Donc ça nous a permis du coup de travailler en continu sur l'élaboration du jeu avant de faire les formats définitifs. Alors du coup, je vais reprendre la main. Donc le premier jeu qu'on a créé, qu'on a appelé Métabrique, c'était dans le but de s'approprier la méthanisation. Donc chaque joueur doit en fait gérer son unité de méthanisation. Donc là, l'intérêt, vraiment, il était double sur ce jeu, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des agriculteurs ou des collectivités, ça met tout le monde face à ses responsabilités parce que la collectivité va prendre conscience des enjeux que c'est de gérer une unité. Et un agriculteur peut voir voilà, différentes pratiques, d'autres choses, et ça permet aussi d'échanger sur ce qu'on fait au quotidien. Donc le joueur est maître de ses actions. On a créé un climat dans le jeu où il y a des contraintes aléatoires, des contraintes d'application. Donc là, on a voulu modéliser un petit peu la réglementation. Donc par exemple, le plateau n'est pas extensible. Donc comme dans la réalité, on a des surfaces à disposition. On ne peut pas en mettre plus. Donc ça visait à quantifier les cives, mais à prévoir aussi les surfaces d'épandage, etc.
On a mis des ressources aléatoires, donc ça c'est les aléas climatiques un petit peu qui font les ressources à disposition, mais qui modélisent aussi les contrats que peuvent avoir les méthaniseurs avec des fournisseurs de matières exogènes, comme les résidus d'industrie agroalimentaire. Et donc ça permettait d'aborder voilà, toutes ces notions-là, l'emprise spatiale nécessaire à la méthanisation, la variabilité des ressources, l'économie de production aussi, parce que du coup, voilà, pour gagner le jeu, il faut quand même faire un peu d'économie. Donc l'idée c'était de montrer voilà, la méta elle doit aussi produire, même si elle doit être intégrée dans le territoire. La gestion des effluents est aussi abordée, la stratégie d'alimentation du méthaniseur. Hein, chaque joueur peut décider de sa propre stratégie. Et donc, ça aborde aussi finalement la localisation du site au plus près du gisement et l'importance finalement d'avoir un projet de méthanisation concerté sur un territoire. Voilà, donc la durée du jeu est prévue pour 1h30 et on a mis une petite photo un peu d'un plateau du jeu en fin de jeu. Et autour de ça, on prévoit potentiellement d'éditer le jeu avec des vraies boîtes cartonnées, donc sortir un petit peu du prototype pour en faire quelque chose que soit on pourrait vendre aux collectivités, soit on pourrait, nous, animateurs chambre, en tout cas, même au niveau national, se déplacer avec le jeu pour pouvoir intervenir dans des soirées débats ou des réunions de concertation locale. Donc ça, c'était pour un jeu un peu sous un format donc domino, comme vous pouviez le voir. Et donc le second, qu'on a appelé Quelle méta pour ma commune, là, on est plus sur un format jeu de rôle. Et l'idée, là, c'était d'illustrer la concertation entre différents acteurs sur un territoire autour d'un projet. Donc, on a créé, vous voyez la carte du jeu, une localisation fictive d'une communauté de communes des collines du Val-de-Loire pour la citer. Donc, c'est que des choses qui n'existent pas. Hein. Vraiment, pour essayer de sortir d'un contexte et pas crisper des acteurs sur un lieu où, voilà, générer des émotions et donc pas profiter de l'utilité du jeu. On a essayé de représenter donc à la fois les exploitations, les réseaux de gaz, les contraintes environnementales ou en tout cas territoriales avec les routes, potentiellement des fleuves, des rivières ou même des lacs. On a représenté aussi des contraintes environnementales sous la forme de monuments historiques ou alors de zones Natura 2000. Et puis pour les exploitations, bah, à la fois le contenu des gisements, des exploitations impliquées, mais aussi les secteurs d'épandage avec leur surface agricole utile. Tout ça pour, voilà, montrer aussi que la méthanisation, c'est quelque chose de spatial qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, mais que ça ne va pas non plus nécessairement s'étendre sur des millions de kilomètres carrés. Là, on a aussi intégré le réseau de gaz et puis on a positionné tout ce qui va être école ou industrie agroalimentaire dans l'idée de gisements complémentaires aux gisements agricoles. Donc le jeu, bah, c'est comme n'importe quel jeu de rôle, hein. On a créé des fiches personnages pour que chacun rentre dans la peau d'un personnage qui est confronté à voilà, un projet de méthanisation. Donc, il y a les agriculteurs, mais on a aussi fait des fiches citoyens, des fiches maires, des fiches conseillers territoriaux, voire experts techniques représentés par là en l'occurrence par les chambres. Et tout ça en fait permet à chacun déjà de se projeter dans l'imaginaire de quelqu'un qui a un avis X ou Y ou qui justement cherche à en apprendre plus sur le projet. Et tout ça animé du coup, coordonné par un animateur dont on a écrit aussi le livret, la stratégie d'action, comment voilà, organiser le jeu, que chacun s'approprie son rôle. Donc forcément, ça va demander aux personnes qui sont autour de la table voilà, de jouer un jeu quand même. Ça demande quand même aussi aux personnes qui sont en place de se sentir à l'aise avec un sort de jeu d'acteur. Donc c'est pour ça que c'est bien si on l'intègre à la fin, par exemple, de 2 jours de formation. C'est ce qu'on a prévu. Ce jeu-là, on le met à la fin des 2 jours de formation. On a construit aussi le jeu, en fait, pour que la carte, elle soit évolutive. On ne donne pas toutes les informations au début. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un débat, une discussion entre les participants et chacun, en fait, a un bout d'information
et on fait évoluer la carte au fur et à mesure. Donc soit la carte est projetée et on rajoute les différentes couches de manière, on va dire, virtuelle, soit on a aussi une version papier où on a juste mis des transparents au fur et à mesure et on les ajoute pour faire les différentes couches. Et donc voilà, montrer que chacun a des préoccupations différentes. Et en même temps, ça permet aussi de voir si les gens ont potentiellement compris qu'est-ce que ça implique à chaque fois. Voilà, si j'enlève un peu si je dis, bah, en fait, je veux pas que les agriculteurs aillent chercher de l'autre côté de la route parce qu'en fait, le pont est trop fragile ou que les routes sont pas adaptées, bah, ça veut dire qu'ils perdent 2/3 de leur production. Donc, bah, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable pour les uns et pour les autres, et potentiellement de trouver des solutions ensemble à ce moment-là. Et donc, au-delà du jeu, l'idée, c'est bien de faire un débriefing et de faire le point sur comment est-ce qu'eux, soit les agents de collectivité, ils peuvent faire face dans ce genre de situation, ou voilà, trouver un intérêt à organiser des ateliers et s'entourer des personnes compétentes pour les faire, ou alors juste comprendre bah, voilà, l'ensemble des caractéristiques spécifiques d'un projet, juste en termes géographiques. Et je crois qu'on en a terminé avec ça. Alexandra, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet, mais Bah non, je pense que tu as été très claire là-dessus. Si peut-être pour compléter, je dirais que du coup, voilà, ce qui était assez intéressant dans la positionnement de rôle, ça peut être, quand on connaît un peu les participants à la réunion, de donner, par exemple, un rôle d'agriculteur à un citoyen venu à une réunion débat qui est anti-méthanisation, et d'inverser les rôles, en fait, de donner le rôle de maire à quelqu'un oui. d'autre. L'idée, c'est de les forcer à voir ce que pensent les autres aussi, et comme c'est un projet fictif, ils jouent pleinement le jeu, et voilà, l'idée, c'est d'apporter tous les éléments sur la table pour faire réfléchir tout le monde. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Maïna, si on a des questions dans les Non, on n'a pas de conversations. questions. Par contre, moi, j'en ai peut-être une. Ça serait peut-être savoir quand est-ce que vos jeux seront disponibles ou quand est-ce que vous pensez pouvoir les mettre à disposition des collectivités. Bah, pour les jeux, je crois qu'il y a juste au niveau pour la partie méta-briques et domino, on doit encore consolider deux, trois sujets. Et puis pareil, il faut que j'ai fait quelques ateliers tests pour le jeu de rôle et il faut que je fasse quelques modifications. On n'a pas encore prévu notre programme de travail sur l'année pour cette partie-là, mais oui, l'idée, ça serait quand même de pouvoir partager et de pouvoir aider. On a juste pas fini sur cette partie-là. Voilà, surtout que en fait, le conseil régional était financeur du SRDE2I, donc c'est aussi eux qui sont décideurs. Il faut qu'on trouve Oui. comment le faire proprement. Et une deuxième question, ça serait de Madeleine Breguet, c'était de savoir si vous avez testé le jeu de rôle. Alors on l'a testé. Moi, je l'ai testé du coup avec mes collègues de la chambre du 37. Je l'ai testé aussi dans le cadre d'une formation sur la concertation territoriale avec des collègues chambres pour voir aussi un peu leur avis. Je l'ai pas testé en conditions réelles, on va dire, au sens propre. C'est pour ça que je pense qu'il y a encore quelques petites mises à jour, mais ce que je vois, c'est que ça nécessite forcément que l'animateur connaisse tout sur le bout des doigts pour relancer, parce que à un moment donné, le débat, il s'essouffle, il faut quand même aider à animer, et puis forcément, il faut que les gens jouent le jeu. Donc voilà, c'est aussi trouver un groupe qui puisse être pas juste à se regarder les uns les autres, mais vraiment être dans l'action, sinon on perd complètement le but du jeu, quoi. Et comme le but, c'était vraiment de vulgariser, on s'est penché sur le fait que voilà, si c'est animé par un conseiller, en fait, on est sûr d'avoir la compétence technique et le jeu permet de vulgariser. Donc, c'est l'idée, ils ont été conçus quand même pour être animés par quelqu'un qui est compétent sur la méthanisation. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions qui remontent? Non, c'est tout. Merci. Merci à tous, du coup, aux intervenants particulièrement, et puis à tous les participants de ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et puis à vos questions. En tout cas, on a fait un tour d'horizon quand même de la place des cibles dans la ration, des impacts potentiels, des itinéraires techniques.
de l'importance de la formation pour limiter les impacts. Et puis, on voit bien que, pour terminer, que l'acceptabilité dans les territoires, je pense qu'on sait tous à quel point c'est un sujet au cœur de l'actualité. Donc voilà, merci pour vos participations. On va clôturer donc ce webinaire. On clôture la série d'ailleurs des webinaires dans le cadre du 7e Forum Énergie-Climat. Et on termine aussi ce forum Grand Ouest Climat-Énergie ce soir. Donc merci à tous les participants et puis à une prochaine édition.